mini formation. En gros, pour l'instant, j'ai toujours pas de porteur de projet sur le secteur d'activité à chaque fois de l'invité. Mais du coup, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail à hugo.h.tech@gmail.com. Vous m'expliquez votre projet. Moi, je lis tout ça, je vous appelle. On se fait un petit appel de 15 minutes et puis après j'essaierai de vous trouver l'invité qui correspond à votre projet pour qu'on vous aide aussi à évoluer quoi. Et il y a Asia qui fait ça. Ici? Elle est pépite avec toi. Ok. C'est moi, ça m'entend. Ah. Et pour le coup, elle fait des... C'est pas vraiment un jeu. Ouais. Bon, je ne dis rien. Parce que c'est pas à moi de dire ce qu'elle fait, mais bon, en l'occurrence, ça pourrait être en lien. Mince. Ou Laura, on aurait pu faire avec Laura aussi. Mais bon, Laura, elle est un peu avancée. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je réponds quand même à tes questions, et si un jour on doit faire en duo, on refera. Avec plaisir. Carrément. Et tu auras sûrement encore plus avancé, etc. Peut-être que la cagnotte Ulule sera financée grâce à vous. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un petit cas fictif. Oui. Tu m'as dit que peut-être ça pouvait convenir. En gros, on va essayer de faire un jeu où, du coup, moi je suis le porteur de projet et je veux créer un jeu pour aider les ados, les plus grands enfants à apprendre à gérer leurs finances, à s'instruire sur la finance, etc. Donc, on va essayer de réfléchir à ça, comment le marché, etc. Bon. Pas dans les détails puisqu'on on se lance pas non plus dans l'élaboration d'un produit. Mais... Voilà, le commencement, comment on réfléchit. Au début, on est là tout seul, mais voilà. Donc comment on identifie une opportunité d'un marché, d'un nouveau produit? Eh bien écoute, alors, moi je te réponds à ce que moi j'en pense, oui, mais encore une fois, voilà, quand je me suis lancée, j'avais pas les clés et aujourd'hui j'utilise les miennes. Qui sont peut-être pas les bonnes, donc voilà, ça sera peut-être pas la bonne réponse. Mais comment on identifie? Alors je sais pas, l'idée c'est d'arriver déjà avec l'idée, c'est ça? Là on a déjà l'idée, hein? Oui, voilà, on a déjà l'idée, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, en gros? Voilà. Alors qu'est-ce que moi j'aurais proposé, maintenant qu'on a l'idée, c'est d'aller sonder les personnes concernées pour savoir ce qu'elles en pensent. Déjà, est-ce que les jeunes de cette tranche d'âge-là, ils sont intéressés? Est-ce que c'est un sujet pour lequel ils ont envie d'apprendre quelque chose? Parce que si l'objectif c'est de leur apprendre ça, est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Est-ce qu'ils ont besoin de l'apprendre? Est-ce que eux c'est quelque chose qui les intéresserait? Est-ce qu'ils l'utiliseraient? Donc commencer par sonder, vraiment étude d'intérêt et étude de marché, savoir qui tu cibles, pourquoi tu cibles ces personnes-là, est-ce qu'il y en a assez? Vraiment étude de marché. Donc ça c'est les premières étapes. Et ensuite une fois que tu as validé l'intérêt, donc tu sais que oui ça plaît, oui il y a un public, un client, un marché, il y a un besoin. Là potentiellement tu peux te dire que c'est une bonne idée d'y aller. Avant ça c'est peut-être pas... judicieux de commencer d'autres étapes. Exactement. Et ensuite là tu vas travailler, je pense, sur ton jeu, donc sur le système du jeu et sur le fond. Alors moi je conseille quand même de se rapprocher de professionnels de ce domaine-là. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et c'est déjà c'est fascinant parce que tu apprends plein de choses. Et ensuite vraiment dans mon parcours ça m'arrive presque tous les jours qu'on me demande ok mais comment vous êtes sûr que le jeu il est efficace ou qu'il sert ou qu'il est utile ou machin. Et moi je sais que je suis sûre de moi, je sais qu'il est validé, des neuropédiatres qui ont utilisé le jeu avec des enfants et qui disent oui ça marche, et oui ça plaît, et oui c'est bien, et voilà. Donc en plus c'est gratifiant et toi ça te permet aussi d'avoir une meilleure posture. Donc t'entourer de professionnels de la finance, j'imagine. Je suis pas très douée en chiffres, on s'en souvient, donc je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Et après travailler sur le système de jeu. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux faire un truc type Monopoly, finance, Monopoly? Est-ce que l'idée c'est plus un Skyjo où tu vas pas avoir de plateau, tu vas avoir des cartes, tu as plein de systèmes de jeu. Tu vas avoir le blanc manger coco où tu as deux systèmes avec question-réponse avec les cartes, le système de plateau qui est de moins en moins à la mode d'ailleurs. Aujourd'hui on est vraiment sur des types cartes.
Ouais, ouais, c'est chiant d'avoir le truc. Ouais, mais après ça évolue, hein. J'ai l'impression que ça de peut toute façon, si c'est que la mode, ça revient, oui. qui est à la mode, repart. Et puis après, regarde le Monopoly, il a toujours été à la mode et pourtant, c'est un petit moment qu'il est là quand même. Ouais. Donc voilà, donc là, le système de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le fond au service de la forme ou la forme au service du fond? C'est un vrai sujet en fait. Donc voilà, il y a toute cette réflexion sur ça, le système du jeu, on en a déjà parlé. Et ensuite, tu vas commencer à mettre en forme. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le prototypage. Donc il y a des entreprises, par exemple, qui sont spécialisées dans le prototype. Donc notamment une en Belgique qui est super, que je peux te recommander si besoin, qui fait des prototypes. Mais on dit quand même dans le milieu, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, le meilleur prototype c'est celui que tu fais toi, avec les moyens du bord, avec des fausses cartes. Il existe même des choses exprès pour créer tes propres prototypes. Genre t'as joué aux cartes Pokémon, et t'avais des petits sacs. Tu mettais une carte Pokémon, c'était transparent des deux côtés. Et en fait, tu prends une feuille, tu fais ta carte recto, ta carte verso, tu les mets dans ça et ça fait une carte. Donc ça, c'est très utilisé pour faire les cartes, par exemple. Donc voilà, tu fais ton prototype maison et tu le testes. Tu le testes sur ta famille, sur tes proches et sur des gens que tu connais pas. Et tu fais des parties, mais des heures et des heures et des heures, jusqu'à ce que tu puisses tomber sur les problématiques que tu as. Parce qu'il y a forcément un moment où il y a deux pions qui se croisent, et comment on fait? Et dans cette situation, comment on fait? Et là, si on tombe sur cette carte et après celle-ci, du coup, on peut pas, ça marche pas. Donc, comment on fait? Donc, il faut que tu joues. Et ensuite, une fois que tu as bien assimilé le système du jeu et que le jeu fonctionne bien dans la technique, il va falloir tester l'intérêt auprès du public concerné. Donc là, tu testes de nouveau en situation, donc tu peux aller dans des bars à jeux, etc. Et tu demandes, de nouveau, sondage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que la forme elle vous plaît? Est-ce que les couleurs elles vous plaisent? Est-ce que ça c'est attrayant? Qu'est-ce que vous auriez à nous faire comme retour, etc. Aussi le moment de parler de prix. Donc quel prix, combien vous pensez que ça coûte? Combien vous seriez prêt à mettre? Par exemple, je ne vais pas faire un cours sur le pricing, mais il y a des techniques de... donc il y a ça aussi, ça va te permettre de faire tous tes retours, faire tes améliorations. Et là, tu vas pouvoir trouver un fabricant. Et avant de trouver un fabricant, il faut se poser la question, quel est l'objectif? Est-ce que je me fais éditer? Il y a plein de questions, il y a 1000 questions. Est-ce que je me fais éditer ou est-ce que je m'auto-édite? Il y a plein de raisons de choisir l'un ou de choisir l'autre. Si tu as décidé de t'auto-éditer, comment je le fais fabriquer? À qui? Est-ce que je fais de l'industrialisation? Est-ce que je fais de l'artisanat? Est-ce que je fais beaucoup de boîtes? Est-ce que j'en fais pas beaucoup? À savoir que quand tu pars sur l'industrialisation, en général, c'est minimum 1000 boîtes, donc c'est un vrai investissement dès le départ. Si tu fabriques dans une usine, tu fabriques en Europe, en France, en Chine, il y a plein de sujets encore qui rentrent en jeu. Si tu décides de te faire éditer, il faut partir du principe que tu n'es que l'auteur. En fait, tu vas ne toucher qu'une petite partie. Et surtout, la maison d'édition, elle est là aussi pour faire des améliorations. Ton bébé, ça sera plus vraiment le tien. Il y a ça. Et si c'est le cas, quelle maison d'édition tu choisis? Si tant est qu'il y en ait plusieurs qui t'acceptent. Donc il y a tout ça. Et pareil, fournisseur, comment est-ce que quand tu es justement au début, tu prospectes à plein ou alors limite c'est qui te trouve? Je pense pas. Mais du coup, c'est toi que tu les choisis vraiment ou t'en as tellement peu que du coup tu prends la première qui vient? Ça dépend de quel fournisseur tu parles. Je sais pas. Tu parles de fabricant du jeu par exemple? Ça dépend. Au début, quand tu débarques, oui, c'est toi qui dois les contacter, tu es rarement appelé par une usine. Mais par contre, par exemple, quand on a fait le salon du jeu à Cannes, on avait donc déjà sorti notre jeu, donc on avait déjà choisi un fabricant, mais on a été traités comme des rois par tous les fabricants qui viennent te voir. Alors nous on propose ça, mais regardez, on vous envoie un échantillon. Alors tu reçois des échantillons de Chine avec des boîtes comme ça, avec tout ce qu'ils proposent, toutes les cartes, tous les dés et tout. Gratuitement, ils t'envoient ça de Chine juste pour que tu les choisisses là. T'as des petits cadeaux et tout. Donc j'imagine que la première fois c'est difficile d'être plébiscité parce que personne ne te connaît. Mais après, en effet, pour le coup, on a été courtisés. C'est que le produit était bon. J'espère. Et pareil, en termes de canaux de distribution,
C'est un point, je pense, ultra important, parce que si le produit on ne le vend pas, c'est compliqué. C'est un vrai sujet. Nous, en l'occurrence, on a fait le choix de s'auto-éditer, donc c'est un vrai sujet. Quand tu passes par un éditeur, l'avantage c'est que c'est lui qui gère toute la partie. Il gère tout. En fait, l'éditeur, il gère tout. Toi, tu n'es que l'auteur, encore une fois. En fait, tu arrives avec ton idée. Tu n'avais pas besoin de faire l'étude de marché, etc. Juste, tu viens en disant, toc, 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 j'ai créé un jeu pour apprendre aux enfants quel goût ça a la tomate. Et voilà. Et après, l'éditeur, le graphisme, les illustrations. Mais il faut qu'il valide l'idée quand même. Il faut qu'il valide l'idée. Et toi, tu dois arriver quand même pas que avec l'idée. Il faut quand même que tu arrives avec une notion un peu de comment ça se passe, comment le système du plateau, etc., etc. Et après, lui, il fait tout, notamment la distribution et tout ça. Et du coup, nous, comment on a fait? Parce qu'on a décidé de s'auto-éditer. Nous, on travaille avec des distributeurs et des revendeurs. Donc on travaille avec des magasins de jouets par exemple, des magasins spécialisés, et avec des magasins qui vendent aux magasins. Des grossistes. Des distributeurs en fait. Des grossistes. Donc voilà, il y a ça. Après on travaille aussi sur des marketplaces. On travaille nous beaucoup en ligne, en direct, avec notre propre site. Et après tout ce qui est salon, les concept stores, les ludothèques par exemple. On ne vend pas directement. Les ludothèques ne nous achètent pas du stock pour le vendre, fatalement. Mais ça nous permet aussi de faire connaître. Ouais, voilà. Pour nous, c'est des vrais prescripteurs en fait. Ouais. Ok, trop bien. J'ai une question, peut-être qu'elle peut. Quels critères utiliser pour évaluer le succès d'un produit? Je sais pas. Je pense que ça dépend du produit. Les personnes. Je pense que ça dépend du produit parce que par exemple, si l'iPhone 15 il avait été vendu à autant d'exemplaires que moi le jeu, on pourrait dire que ce n'est pas un succès. Alors que moi le jeu aujourd'hui, j'ai l'impression que c'en est 20. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de la valeur, ça dépend du produit, ça dépend du marché, tout simplement. Voilà, si tu fais un produit pour les personnes aveugles, t'as pas la même attente que l'iPhone 15 parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Donc ça, je sais pas s'il y a vraiment un coefficient universel. Et dans mon activité, je ne le connais pas. Le coefficient, s'il en existe un. D'après les professionnels qu'on a rencontrés, on est plutôt bien. On a fait une belle année, donc on est content. Trop bien. Donc voilà, pour moi ça me suffit. Bah écoute, merci beaucoup. C'était très complet. J'ai même pas eu besoin de dire toutes mes questions. T'as tout déballé comme ça, c'était parfait. Si tu me laissais parler, tu m'aurais posé une question, j'aurais tout déballé. Je parle beaucoup. Non mais c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez parce que vous c'est pas fini. On va vous montrer le jeu. Et puis voilà, je ferai une petite fin juste après. Yes. Allez, ça va. Alors on va montrer le jeu. Donc Subac au quotidien, c'est un jeu de plateau éducatif pour des enfants à la maison. Et notre objectif, c'est vraiment de développer un maximum de compétences. Donc dans un premier temps, on va déjà travailler la motricité, donc en créant le puzzle de la maison. Et donc on va travailler avec les 4 pièces principales, donc salle de bain, cuisine, chambre et salon. Et dans chaque pièce, on va retrouver un deck de cartes adapté, donc en fonction de la couleur. Et dans chaque pièce, on va travailler les notions de cette pièce dans le quotidien. Donc sur la salle de bain, on va beaucoup travailler sur l'hygiène. Sur la chambre, on va être sur le coucher, sur l'habillage. La cuisine, on va être sur les dangers domestiques, sur le vocabulaire. Et puis le salon, après, on va être un peu plus sur les écrans, les animaux de compagnie, les routines, les habitudes, etc. Donc, concrètement, comment ça marche? On va choisir un super copain du quotidien, donc c'est un des petits super-héros, qu'on va placer sur un des 2 départs. Donc le fait d'avoir 2 départs, ça nous permet aussi d'avoir 2 arrivées et donc 2 temps de jeu, soit 20 minutes, soit 10 minutes. Et ensuite, on va poser une question à l'enfant dans la pièce dans laquelle il rentre. Donc là, on va lui poser une question de la salle de bain. À chaque fois sur la carte, vous avez une question donc en haut, et au dos, il y a une illustration qui permet de développer l'imagination, de répondre à la question et d'aider aussi à répondre en fonction de la difficulté de la question. Et à chaque fois, il y a aussi un outil pédagogique qui est facultatif pour le jeu, mais qui permet de développer chaque action, chaque notion, chaque compétence, chaque activité pour aller plus loin dans l'apprentissage. Ok. Et ça se joue à combien au maximum? Alors c'est un joueur plus un accompagnant, jusqu'à 4 joueurs plus un accompagnant. Ok, ouais. Voire plus. Nous, ça nous est arrivé de jouer avec plusieurs enfants sur un même pion et de faire des petits groupes, par exemple. Ça peut être aussi. Ouais. Et si l'enfant répond correctement, il avance du nombre de cases indiquées sur la carte et petit à petit, il va évoluer sur le plateau.
Et l'objectif, ça va être de survoler ou de s'arrêter en fait sur les cases objets qu'il y a tout le long du plateau. Et à ce moment-là, l'enfant aura le droit de retrouver parmi les petites pièces objets la pièce correspondante et de la remettre à sa place. Et de travailler la cohérence forme et couleur et la motricité fine. Et petit à petit, on va évoluer, tac, 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 jusqu'à arriver soit au point de départ, soit à l'arrivée du milieu, et d'avoir rangé tous les objets de la maison à leur place. Et après, on va retrouver, comme je disais tout à l'heure, des cartes avec des questions fermées pour les enfants aussi qui n'ont pas encore développé l'oralité. Avec la petite différence sur la carte. En fait, là, tu as une petite porte fermée et là, une petite porte ouverte. Ouais, génial. Après, on a les cartes personnalisables. Donc là, on est vraiment sur la personnalisation très spécifique pour chaque enfant. Si vous avez des animaux de compagnie, une piscine, des lunettes, etc. Et après, on va avoir aussi les cartes défis. Donc là, on va vraiment travailler la notion de routine, de l'habitude du quotidien dans le jeu. Donc là, on est sur cap de montrer comment on se lave les dents. Donc on va vraiment voir si la notion elle est acquise ou pas. Ouais. On va pouvoir la retravailler et rajouter aussi du ludique au sein du jeu. Ok. J'ai fait efficace. Super.